Bonjour et bienvenue à ce rendez-vous du décryptage sur Sika. Mesdames et messieurs, au sommaire de cette émission, la convocation adressée à l'opposant et ex-gouverneur Moïse Katumbi par la justice congolaise. S'achemine-t-on vers la décapitation de l'opposition congolaise? Nous ferons le débat dans un instant. Ce sera avec nos invités. Et puis, la démocratie africaine à l'épreuve des révisions de constitution. Comment éviter le piège de la nouvelle République? C'est le thème de notre deuxième débat sur cette émission. Enfin, le dernier sujet à décrypter porte sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Une infographie réalisée par nos confrères du magazine Jeune Afrique a démontré que 54% des résolutions prises depuis 2006 par l'ONU ont été consacrées à l'Afrique et pourtant rien ne semble véritablement évoluer dans les pays concernés. À quoi servent alors ces résolutions des Nations Unies? C'est une question à laquelle nous essaierons également de répondre dans cette émission avec nos invités. Voilà donc le décor pour Angle de vue de ce jour. Mais en attendant de lancer le débat, voici un point de l'actualité sur le continent africain. C'est le flash d'information. Au moins 3 personnes ont été tuées, une vingtaine blessées dans plusieurs attaques à la grenade depuis vendredi à Bujumbura. Selon la police, les responsables de ces attaques n'ont pas été identifiés. L'attaque a été confirmée par le maire de Bujumbura qui a condamné des actes de terrorisme visant de paisibles citoyens. Précisons que le terme de terroriste utilisé désigne la nouvelle rébellion née de la contestation du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Au moins 3 policiers et 2 civils ont été tués ce lundi à Mogadiscio, dans la capitale somalienne, dans une attaque à la voiture piégée menée par les militants islamistes Shebab contre le quartier général de la police des transports. Les 2 assaillants, le conducteur de la voiture et un homme armé qui ont tenté de pénétrer dans le poste de police, ont également été tués. Les 2 civils tués ont apparemment été victimes de tirs de riposte de la police. Yacouba Touré, le numéro 2 du groupe Ansardine Sud, a été arrêté jeudi à la périphérie de Bamako. Selon les sources sécuritaires maliennes, il est soupçonné d'avoir fourni des armes à des groupes islamistes au Mali et au Burkina Faso. Cette arrestation opérée par la sécurité d'État fait suite à celle en mars de Souleymane Keïta, chef présumé de la Katiba Khalid Ibn al-Walid, en raison de ses liens avec Iyad Gali, chef d'Ansardine. Pour débattre des 3 sujets à l'ordre du jour de cette émission, je reçois sur ce plateau un journaliste. Il s'appelle Basile Thibozo. Il est le directeur de publication du quotidien Le Challenge au Bénin. Basile Thibozo, bonjour et bienvenue sur le plateau de Sika. Bonjour amis de Sika TV. Merci. J'ai également sur ce plateau Maître Alain Roula. Il est avocat, notre consultant maison sur les questions liées à l'actualité africaine. Maître Alain Roula, bonjour et merci de rester fidèle à Sika. Bonjour, bonjour. Bonjour, monsieur. Mesdames et messieurs, c'était donc le décor, les invités de cette émission. Nous lançons le débat après cette virgule. L'opposant et ex-gouverneur Moïse Katumbi, je le disais donc à l'entame de cette émission, convoqué ce lundi par la justice congolaise. Un scénario classique, du moins propre aux démocraties, les néo-démocraties africaines, Maître Alain Roula. Est-ce que c'est votre avis? Un scénario où on convoque l'opposant qui commence par déranger, on lui trouve une affaire? C'est classique et c'est même héréditaire en République démocratique du Congo, puisque ces pratiques étaient connues déjà sous le maréchal Mobutu. C'est un pas de plus, c'est un pas prévisible et prévu vers l'escalade, vers l'anéantissement de tout ce qui pourrait faire obstruction ou obstacle à la volonté affichée, délibérée du président Kabila de ne pas quitter le pouvoir et de s'y maintenir coûte que coûte. C'est un pas dans cette direction, puisque comment expliquer, comment comprendre que cette procédure soit lancée juste au moment où l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, décide de se porter officiellement candidat à l'élection présidentielle, alors pourtant que l'on sait que les nombreux supposés mercenaires américains et autres, qui seraient plus de 600, résidaient déjà dans le pays et dans cette province. Comment comprendre ou expliquer, si ce n'est que c'est la seule volonté du président Kabila de se maintenir au pouvoir, que cette procédure appelle une convocation manu militari presque, n'eût été l'intervention des forces de la MONUSCO. Le lien est évident.
Le lien est évident et la volonté, c'est de décapiter. Mais le pouvoir en place dit que M. Katumbi n'a pas été convoqué avant qu'il ne déclare sa candidature. Donc, en ce moment, il n'était pas vraiment un personnage politique candidat. On dit que l'affaire a éclaté avant qu'il ne déclare sa candidature quelques heures après. L'affaire a éclaté parce que le gouverneur, l'ex-gouverneur avait déjà démissionné et ses intentions ou les appels à ce qu'il se déclare et qu'il se porte candidat à l'élection présidentielle étaient déjà affichés. Les différentes coalitions, il y en a 3 très exactement, appelaient déjà à sa candidature et Moïse Katumbi avait déjà des pas plus que de sénateur. Il était dans une dynamique. Vous le voyez déjà sur le tapis dressé vers le palais présidentiel. C'est connu de tous et de son ex-ami et protégé, le président Kabila. Vous remarquerez la concomitance parce que l'affaire a démarré effectivement au mois d'avril. C'est au mois d'avril que les proches de M. Katumbi ont commencé à être inquiétés. C'était le 25 avril dernier, ils étaient arrêtés, ils étaient au nombre de 4. Dont un Américain. Et sa convocation par voie de presse, ou même par le procureur général près de la République, l'équivalent au Congo du procureur de la République, qui aurait déposé une convocation en catimini, coïncide jour pour jour à la date où il a fait une déclaration officielle de candidature. Donc c'est une coïncidence pour le moins troublante. Basile Thibozo, vous suivez également l'actualité du côté de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est appelé par le procureur. Est-ce que vous pensez que c'est une tentative du pouvoir en place pour museler, pour décapiter l'opposition congolaise? Mais ça va de soi, vous avez tout dit. Maître Roy aussi l'a dit. Je crois que le monsieur a commencé par être extrêmement gênant, compte tenu de sa popularité, compte tenu de son envergure. Il est le président de TP Mazembe, un club de football assez puissant en République démocratique du Congo. Assez connu, donc de popularité auprès de la jeunesse. Et c'est quelqu'un qui a eu le temps d'asseoir un peu sa popularité à la base, de creuser progressivement un peu sa popularité, d'asseoir une sorte de spirale au niveau du pays, au niveau de la population, etc., et qui jouit d'une très grande popularité. Et en cela, la convocation qui a été lancée, comme l'a dit Mme Militari, c'est un peu en catimini, prouve à suffisance, comme de fois, il est gênant et qu'il faut absolument le faire taire. Parce que, à la vérité, quand on voit un peu le statut de cette convocation, ça n'a véritablement aucun sens. Alors, la première convocation, il devait se présenter un samedi, un jour, un week-end. Ceci explique cela. Ceci expliquant cela, il va sans dire que la thèse, beaucoup plus de harcèlement, de la décapitation de l'opposant, est de mise. Parce qu'un candidat, un jour non ouvré, ça prouve à suffisance, comme de fois, eh bien, c'est des manœuvres dilatoires. Pour 1, intimider Katumbi, 2, pour intimider ses proches, et 3, pour que Kabila puisse asseoir son régime plus ou moins dictatorial. Oui, mais est-ce que c'est en inquiétant Katumbi que le problème de l'élection sera réglé? Aujourd'hui, il doit quitter le pouvoir en novembre prochain. Est-ce que vous pensez qu'en faisant cela, cela va pousser le délai d'organisation des élections? Justement, c'est l'erreur que les dirigeants font. L'effet domino est rapidement arrivé. Parce qu'en faisant cela, on accroît sa popularité. En faisant cela, on met au niveau de la population une sorte d'affection, d'affectivité par rapport à Katumbi. Parce que même les anti-Katumbi, plus ou moins qui étaient dans le pays, vont commencer par l'apprécier, par l'aimer. Évidemment, comme on le dit, c'est l'auto-victimisation. Non, en victimisant, on rend la personne plus populaire qu'on ne le pense. Je crois que c'est ce qui va arriver. Quelle suite vous voyez pour cette affaire-là en République démocratique du Congo? Non, je crois que Katumbi est quand même assez puissant dans le pays. Il a quand même des réseaux, etc. Je pense mais le gouvernement aussi est puissant. Il suffit que le procureur lui dise, bon, compte tenu de votre puissance, justement, je vais vous mettre sous mandat de dépôt en attendant que l'affaire ne suive son cours. Non, je crois que c'est sur du mano à mano en termes de stratégie. Je crois quand même qu'il a quand même ses bases, il a ses références. C'est l'ancien ami quand même de Kabila. Oui, mais ça ne suffit pas. On parle ici du pouvoir. Oui, justement, je ne discrimine pas. Vous savez, on a eu ces genres de situations du genre au Bénin, avec Patrice Talon qui a dû fuir. Certes, mais si les charges ne sont pas avérées, peut-être que, bien, à la longue, s'il prend de bons avocats, Maître Rollin là, s'il prend un peu, c'est une défense assez solide, je crois qu'il s'en sortira. Oui, la défense, c'est une chose. Cela, non, je crois mais en attendant, on peut le mettre sous mandat de dépôt. Oui, c'est vrai. Mais il faut agir aussi, vous savez, sur le levier social, le levier de la population, le levier des militants. Je crois qu'il faut une sorte de soulèvement soudine par rapport à cet acte-là pour bloquer la procédure. Le pouvoir n'attend que ça, justement, pour créer la zizanie, pour dire, bon, il y a insécurité. Par les limites des fonds mobiles, vous avez vu ce qui s'est passé à Cotonou ici, lorsque on a mis un certain Patrice Talon
enfin, arrêté à commissariat de Cotonou, etc. Au-delà même des mandats politiques qui n'ont pas marché, c'est beaucoup plus la foule qui a fait sortir ce monsieur de commissariat de Cotonou. Je crois que ça joue aussi. Ça joue aussi en politique. Maître Alain Roula, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les jours à venir à Kinshasa, en République démocratique du Congo? On devrait s'attendre à tout. Dès lors que nous avions déjà eu l'occasion de rappeler à de nombreuses reprises que l'alternance en République démocratique du Congo n'a jamais été véritablement pacifique et que le président Kabila affiche une détermination et ignore quasiment les injonctions ou les recommandations de la communauté internationale et plus particulièrement des invitations pressantes de l'administration des États-Unis à respecter la constitution de son pays. La crise est d'autant plus aiguë que l'un des mis en cause et mis aux arrêts dans le secret est de nationalité américaine et que le régime du président Kabila n'a pas hésité à tacler l'administration américaine en lui demandant de ne pas se mêler des affaires de la justice congolaise. C'est une ingérence. C'est vous dire. Le Congo, la République démocratique du Congo est un pays indépendant. Donc on doit quand même laisser sa justice aller jusqu'au bout. Parce que si c'est prouvé, mais il a beau être citoyen américain, mais si c'est prouvé que c'est un terroriste, la justice congolaise doit faire son travail. En l'état actuel des choses, il n'y a que des présomptions de part et d'autre. Donc raison de plus pour laisser la justice aller jusqu'au bout. Des présomptions de culpabilité, des soupçons qui autorisent l'administration congolaise à voir plus clair, mais en plus et au-delà de ces présomptions de culpabilité, il y a encore la présomption d'innocence qui voudrait qu'il n'y ait pas de coercition extraordinaire. Alors quand vous allez dans le fond de l'affaire, on soupçonne un citoyen américain d'être mercenaire. C'est l'administration congolaise qui dit qu'il s'agit de mercenaires. Cependant qu'il est établi aujourd'hui que c'est pour sa sécurité que Katumbi a fait venir ses experts. Que l'administration, la justice congolaise tienne un élément important, c'est que le principal mis en cause, au-delà de la personnalité de Katumbi, aurait déclaré pour son entrée sur le territoire congolais, qui serait expert agricole, cependant que l'on parle de sécurité. C'est des éléments qui permettent effectivement de rattacher la chose à une infraction et de faire des enquêtes, parce que nous en sommes encore au stade des enquêtes. Mais c'est une instrumentalisation évidente de la justice. Puisque pourquoi vous pensez que c'est une instrumentalisation? À partir du moment où il y a des failles, d'une part, où vous déclarez que vous êtes un expert agricole, alors que vous êtes un expert en question de sécurité, il y a une faille. Ça peut rattraper Katumbi. Ça veut dire qu'il y a une surveillance déjà qui est opérée autour de Moïse Katumbi et qu'on passe au peigne fin toutes ces activités, que ce n'est ignoré de personne que Katumbi était en droit et en devoir d'organiser sa sécurité. Et surtout que la justice congolaise, à travers le parquet, dispose de l'appréciation de l'opportunité des poursuites. Ça veut dire qu'elle aurait pu taire ces éléments qui pourraient être constitutifs d'une infraction, ne serait-ce que pour respecter l'ordre public et la paix sociale. Si la justice congolaise, par le parquet, décide d'actionner le levier de justice, c'est évidemment non pas pour maintenir la paix au Congo, mais pour déstabiliser un opposant. Donc il y a une politique pénale qui est à la disposition du pouvoir congolais pour neutraliser qui il veut. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, je suis certain dans les jours à venir, Katumbi sera neutralisé. C'est ce que vous êtes en train de voir. Le risque est grand et c'est la volonté affichée. Maintenant, est-ce que la chose sera possible? Tout dépendra de l'attitude qu'adoptera la MONUSCO. Parce que ce n'est pas la MONUSCO ne peut pas s'ingérer justement dans cette affaire. C'est une mission de stabilisation. La MONUSCO peut constituer une force d'interposition. La MONUSCO risque de prendre parti dans ces conditions. Elle ne prend pas parti. Katumbi a fait appel à la MONUSCO. Je constate que la MONUSCO est déjà intervenue pour empêcher son arrestation arbitraire. Mais là, il s'agit d'une affaire civile. Il est convoqué par le procureur. La MONUSCO ne peut rien dans ces conditions. Il ne s'agit pas d'une affaire civile, il s'agit d'une affaire grave. Vous avez parlé de terroristes, la justice congolaise parle de mercenaires. Cependant que Katumbi parle de sa sécurité.
quelle est l'appréciation qu'il apportera? Si c'est pour sa sécurité ultime, nécessaire, que tout le monde peut comprendre, qu'il s'organise, il n'y a aucune raison qu'il soit inquiété, à moins que l'on veuille qu'il soit fragilisé pour mieux l'abattre. De là à parler de mercenariat, nous allons vers des accusations criminelles qui peuvent justifier et légitimer tout et n'importe quoi. Donc le risque même que la situation aille s'aggravant est là, alors. On peut trouver même d'autres failles dans le système. On peut lui attribuer encore d'autres choses. Je vous ai parlé d'escalade et on peut aggraver les choses en fabriquant de faux témoignages, de vrais faux témoignages et de jeter la suspicion dans une phase d'enquête qui autorise le gouvernement à prendre des mesures privatives de liberté. D'ailleurs, c'est déjà le cas, puisque ce citoyen américain et bien d'autres sont sous les faits au secret, c'est-à-dire en dehors de toute base légale et en dehors de toute procédure judiciaire. Le risque que cela arrive aussi à Katumbi est là, alors. C'est ce à quoi on s'achemine. Et ce serait certainement dangereux pour le pays. Le pays risque effectivement de s'embraser, quand bien même il y aurait des dissensions politiques dans le camp des opposants qui ont trouvé prématuré l'annonce de candidature de Katumbi, cependant qu'on n'est pas encore assuré de ce que les élections seront tenues à bonne date. Alors, Basile Timozo, est-ce que vous pensez qu'on s'achemine vers des affrontements en République démocratique du Congo? Non, mais affrontements politiques ou affrontements même physiques sur le terrain. Sociopolitique, ça peut arriver parce que nous sommes en période électorale. En 8 mois, ça dit que, enfin pas 8 mois, en novembre dernier, le président actuel doit partir. En novembre prochain? Oui, absolument prochain. Il doit partir. D'ici 6 mois, normalement. Donc, c'est des manœuvres dilatoires pour peut-être essayer de ne pas partir. 1. 2. Il s'agit alors de faire partir, de neutraliser l'opposant le plus à même de prendre le pouvoir de le remplacer. Mais il n'est pas seul. Il ne peut pas neutraliser tous les opposants du pays. Le plus lésé politiquement en termes de position aujourd'hui, le plus capable de prendre le pouvoir et de succéder à Kabila, c'est lui, c'est Katumbi. Dans tous les cas, comme il a dit fini son mandat constitutionnel. Absolument. Il a beau éliminer Katumbi, mais il ne peut pas revenir. Oui, mais attention, il ne faut jamais donner le bon de sa confession aux dirigeants africains. Ils sont capables de beaucoup de choses. Si vous me regardez. Alors, quand on parle d'escalade, c'est vrai, peut-être une succession d'actions progressives visant à déstabiliser le monsieur. Une question, pourquoi est-ce que quand l'expert était rentré sur le territoire congolais, on n'a pas tout de suite identifié que c'est un mercenaire? On a attendu carrément qu'il rentre, qu'il s'installe. On a attendu pour avoir suffisamment de preuves. Qu'il joue son rôle avant de le faire. Oui, souvenez-vous au Bénin. Je parle de notre ami, juge Angelo Oussou. Quand il venait au Bénin, il était venu avec un certain nombre de gens. La police des airs du Bénin a estimé que ces personnes ne peuvent pas rentrer tout de suite. L'affaire était clos. Mais dans le cas congolais, on a laissé le gars rentrer sur le territoire national. Oui, on l'a laissé exercer. La police congolaise voulait des preuves. Il a fallu 8 mois de la fin de l'élection pour estimer que ce monsieur est devenu mercenaire, dangereux pour le parti, dangereux pour le pays. Et par conséquent, il faut interpeller Katumbi pour l'écouter. Vous voyez que ceci expliquant cela, il va sans dire que Kabila est dans une logique politique de dilatoire. Et il ne veut pas quitter. Il faut déplorer cela. Il faut déplorer cela pour faire une sorte de jonction par rapport à ce pays-là qui n'a que développer des situations chrysogènes tout le temps. Et Kabila vient rajouter à ce que tous ces anciens précédents ont été. Et c'est dommage. Il faut le regretter, il faut dénoncer. Parce que l'Afrique, de 2016, parce qu'on dénonce depuis longtemps, mais il y a... Oui, vous savez, mais la dénonciation, c'est comme une force. Ça va être certainement le troisième sujet à aborder, les résolutions. Il y a tellement bien sûr, la dénonciation, il faut. Il faut parler, il faut critiquer, il faut dénoncer. C'est le silence qui est criminel. Il faut absolument montrer à ces dirigeants africains. Voilà que le président Kabila reste sourd à tout ce qui se dit, à toutes les recommandations, à tout conseil. Non, il n'est pas sourd. Il est intentionnellement sourd. Il est volontairement sourd. Vous le pensez? Mais ontologiquement, il n'est pas sourd. Oui, mais il sait ce qui se passe. Donc il faut mettre la pression. C'est la pression qui va jouer. Quelle pression on peut lui mettre aujourd'hui? Le monsieur, il est le président de la République. Absolument, je suis d'accord. Indépendant. Je suis d'accord avec toi. Les autres ne peuvent pas justement s'ingérer dans les affaires privées. Mais vous savez, dans l'absence de la loi, des règles et des politiques, c'est le peuple qui décide. Et aujourd'hui, la popularité, c'est avec Katumbi. Il faut faire attention. Voilà. Vous le pensez? Je le pense. Et alors, justement, cette popularité, vous pensez que ça peut entraîner une scission du pays? Parce qu'on sait que Katumbi est très populaire. Regardez le printemps arabe. C'est le peuple qui a décidé. Le peuple, personne ne peut aller contre le peuple. Mais au même moment, aucune dictature, au Burundi, aucune armée. Nkurunziza est resté. Non, mais ça, ce n'est pas mieux. C'était pas mieux. S'il ne pouvait pas partir, il ne pouvait pas rester. C'est pas bon. C'était pas mieux. Mais quand c'est mieux, quand le feu est complètement mûr, ça tombe de lui-même.
Et c'est ce qui va se passer au Congo C'est ce que vous pensez si l'escalade continue avec Kabila par rapport à Katumbi. Maître Orunla, est-ce qu'on s'achemine vers des affrontements politiques, voire physiques en RDC? Le risque est grand et il est de plus en plus avéré. Et là, on s'en prend à l'ex-gouverneur, toujours aussi puissant, dans cette région minière du Katanga, je crois qu'il est une région très sensible du Congo et qui a toujours été l'enjeu. Je crois que par le passé, il y avait des velléités sécessionnistes. Absolument. C'est un État qui pourrait se suffire à soi-même. Et les manœuvres de Kabila ne sont pas cachées. Kabila a déjà très clairement fait comprendre qu'il n'a pas l'intention de quitter le pouvoir. La belle preuve, c'est que rien n'est fait pour que le scrutin puisse se dérouler au mois de novembre. Oui, il dit qu'il n'y a pas les moyens, financiers pour organiser les élections. C'est du dilatoire faut le comprendre. Et c'est mensonger. Cela ne l'a pas empêché d'organiser de manière ruineuse des élections, pseudo-élections de gouverneurs. Cela ne l'a pas empêché de s'équiper en chars qui ont été déployés dans cette région du Katanga. Et évidemment, il a des précédents rassurants pour lui, puisque les regards sont tournés vers le Burundi et le Rwanda, où la chose s'est passée, et le Congo. Le Congo-Brazzaville, où la chose s'est passée malgré le bruit de la communauté internationale. Ferme pour décourager la chose. Alors, jamais 203 et jamais 304, je dirais, pour cette même région, où il y a quand même des signes de nervosité de l'administration américaine qui conduit quand même mal le déroulement de cette affaire qui met en cause ses ressortissants, ses concitoyens. Alors, je pense que la communauté internationale à laquelle nous avons recours quand tout va mal pourrait et devrait jouer un rôle déterminant dans l'imposition de cette alternance. Mais quand nous voyons les résultats de ces résolutions, il y a fort à parier que ça va être de l'eau jetée au dos du canard. Ne pourra être délogé que par la force d'une rébellion, voire d'une insurrection dont tous les ingrédients me paraissent déjà... Nous ne sommes pas ici pour promouvoir la force, ni la violence. On ne promeut pas. Nous faisons juste que ce n'est pas l'analyse de l'actualité que Mobutu a pris le pouvoir, ce n'est pas démocratiquement qu'il a quitté le pouvoir, ce n'est pas démocratiquement que le père Kabila a pris le pouvoir. C'est vrai que l'héritage est allé, mais passant victime, le père a dû trépasser. Et donc, nous sommes à un carrefour où le Congo pourrait étonner en organisant des élections apaisées, pacifiques, mais les signes qui sont là sont annonciateurs. Ne rassure pas. Répétition des précédents. Merci, Maître Alain Orunla, merci Basile Thibozo, madame, monsieur, je le répète, nous ne sommes pas là donc pour promouvoir la déstabilisation d'un État, quel que soit le caractère ou la qualité de son dirigeant. Notre souhait, c'est que les enfants de la République démocratique du Congo arrivent à se comprendre pour l'alternance démocratique, le respect du jeu démocratique dans ce pays. C'était notre premier sujet en décryptage. À présent, notre deuxième débat du jour, la démocratie africaine, justement, qui est à l'épreuve des révisions de constitution. Comment éviter le piège de la nouvelle République? C'est notre deuxième sujet à débattre. Ce sera après cette virgule. Cette émission se poursuit avec les invités que sont Basile Thibozo et Maître Alain Orunla. Basile Thibozo, vous êtes le directeur de publication d'un quotidien qui paraît au Bénin, qui s'appelle Le Challenge. Je le disais, l'une des épreuves contemporaines des démocraties africaines, c'est cette question de révision de constitution autour de laquelle pouvoir et opposition se tiraillent souvent. Alors, selon vous, pourquoi est-ce que cette question suscite tant de polémiques, tant de passion dans les pays africains? Merci Joël, je crois que vous avez touché un sujet assez capital, même stratégique pour l'Afrique. Vous savez, l'Afrique vit un drame. Et les dramaturges sont les chefs d'État. Et c'est dommage. La révision de la Constitution ne doit pas, en vérité, en principe, doit être un facteur de développement social, économique et politique des nations. Mais ce qu'on voit qu'en Afrique, c'est juste des révisions opportunistes pour viser un seul truc, un seul article, c'est le mandat.
Regardez dans toute l'Afrique. La possibilité d'être candidat nouveau, de sauter le verrou de limitation d'âge et d'être toujours candidat. Au Tchad, même chose. C'est même là une sorte de clownerie qu'on peut qualifier, parce que c'est une sorte de bêtise humaine, grandeur nature, qui s'est passée là, au Tchad. À peu près de 30 ans au pouvoir, il fait une révision de la Constitution, dont il est le premier à bénéficier des effets. Même chose. Le Congo-Brazza. Le Congo-Brazza, vous avez vu. Le Rwanda, l'affaire également. Le Rwanda, vous avez vu autant de choses. Autant de choses qui prouvent à suffisance que c'est l'opportunisme qui dirige, qui gouverne, qui caractérise la révision de la Constitution. Vous savez, au Congo, vous avez ce qui s'est passé. Il a révisé, il s'est assis. Mais ce qui est grave, c'est que les bidonvilles, les points des bidonvilles de Congo, de Rwanda, etc., ne les concernent pas. C'est pour asseoir les clans. C'est pour asseoir des fois, ils disent que le temps ne suffit pas pour développer. Donc, il faut leur laisser quand même le temps de régler les problèmes de société. Ça, c'est la thèse des rois, ça. C'est la thèse des monarchies, ça. C'est les monarques qui raisonnent comme ça. On est en démocratie. Oui, mais il faut jouer quand le rôle. Il a fini son mandat. Tout récemment, le président Boni Yahi du Bénin l'a dit. Qu'il faut revoir la question de l'alternance en Afrique au niveau des démocraties. Oui, vous savez, c'est pourquoi. Parce qu'il estime que le temps ne suffit pas pour régler les problèmes. Quand vous voyez cet article, cet amalgame, nous sommes dans une sorte. Nous sommes un îlot dans un océan de ces choses-là. C'est pourquoi la particularité du Bénin doit être mise en jeu, doit être valorisée. C'est pourquoi, au-delà de tout ce qu'on dit, on est quand même un peu fier qu'il y a le sens de sa souveraineté et qui défend ses valeurs. Malheureusement, ce n'est pas le cas au niveau des autres. Non parce qu'ils ne sont pas aussi géniaux que nous, mais parce que quelque part, il y a un tic, il y a un cliquetis qu'ils n'ont pas. Donc, dire qu'on révise la Constitution pour rester n'est pas facteur forcément de développement des nations. Regardez au Bénin, il y a un parti, le président est là, il a enclenché tout de suite la révision constitutionnelle pour moderniser la nation, moderniser le pays. Si la révision ne peut qu'aboutir à ça, mais on applaudit. Mais ce qu'on remarque, c'est la révision opportuniste pour s'asseoir, pour rester, pour continuer la gabégie, le népotisme, la concussion, etc. Pourquoi c'est seulement les Africains qui ont la paternité de cette ruse-là, de tourner ce qui existe? Le test est là, mais les Africains, ils sont champions dans cette chose-là. Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Peut-être que c'est une pathologie existentielle. Je ne dirais pas ça. C'est un mal à décrypter, à étudier. Voilà, j'ai l'impression que c'est un mal congénital et néonatal. Parce qu'on ne comprend pas. Comment est-ce que, dans la clarté des jeux, on peut jouer, attendre le coup au jeu, on change les règles du jeu pendant le jeu. Pour son propre profit, alors que le peuple souffre. C'est une grosse interrogation. C'est une grosse interrogation, c'est ce qu'on ne comprend pas. Maître Alain Oula, réviser la Constitution, une nouvelle République, être candidat, sauter les verrous de limitation d'âge, du nombre de mandats présidentiels, l'Afrique, à votre avis, c'est un défi pour la démocratie en Afrique? Ce n'est pas un défi. Quand on parle de révision, et nos constitutions, effectivement, ont besoin d'être révisées, c'est qu'il y a eu d'abord un problème, un déficit de vision. Tous les pays d'Afrique francophone ont eu de nouvelles constitutions dans les années 90. À la suite du Bénin, qui a été d'ailleurs le pionnier en la matière, où, quelle que soit la qualité des auteurs qui se sont penchés sur la rédaction d'une nouvelle loi fondamentale, il y a eu des exclusions injustifiées, des mesures antidémocratiques, un copier-coller de ce qui se fait ailleurs et principalement en France. Ces constitutions élaborées dans la précipitation, sans recul et sans tenir compte de nos réalités, ont fait leur preuve. Par exemple au Bénin, sous différents présidents, parce que le peuple béninois s'est montré jaloux de la nécessité de l'alternance. Ce que d'autres peuples qui nous ont copiés n'ont pas réussi. Ont du mal à appliquer. La révision donc en soi de la Constitution ne pose aucun problème. Ça révise même dans les démocraties installées, assises, sans que cela ne fasse l'objet d'aucune publicité et tout le monde est d'accord. Ce qui pose problème, et M. Thibodeau l'a souligné, c'est les révisions opportunistes où on s'en prend qu'aux seules dispositions qui limitent le nombre de mandats. Alors, si un consensus est trouvé pour que celui qui est en place et qui veut réviser s'engage à ne pas briguer
le mandat suivant, c'est difficile. je crois que nous n'aurions pas de problème. Mais ils arrivent toujours à trouver le consensus pour changer et pour rester. Parce que nos hommes politiques sont des tricheurs. Parce que les dirigeants africains sont des tricheurs, des malicieux, des rusés. Et je dirais à la limite, c'est des gens qui se contrefichent, permettez-moi l'expression, de l'intelligence de leur peuple. Aucun dirigeant n'est éternel. Je crois que quand on accepte un mandat dans un régime, on sait que c'est un mandat ou c'est 2 mandats. Donc, que l'œuvre soit achevée ou pas, il y a d'autres citoyens valables, capables modifier la Constitution, c'est aussi la règle de la démocratie. Si une majorité souhaite qu'on modifie la Constitution, c'est aussi la démocratie. La démocratie, contrairement à ce qui est enseigné, ce ne sont pas que les textes. La démocratie, c'est d'abord un esprit. Et c'est un esprit de loyauté et de bonne foi. Oui, mais si ce pays accepte cette pratique-là, sous une constitution qui lui dicte de limiter ses mandats à 2, quelles que soient les bonnes raisons, n'a pas à réviser. Faire cela, c'est parjure. Et c'est à ça qu'on doit rappeler nos dirigeants. La démocratie, ce n'est pas un discours féodal et paternaliste qui voudrait rendre le chef éligible à vie. C'est ça c'est la monarchie. Et qu'on dise les choses très clairement. Si nos constitutions ont besoin d'être révisées ou d'être toilettées, il faut que cela soit fait par une autorité légitime, c'est-à-dire qui rassure et qui démontre à son peuple que ce n'est pas une révision opportuniste. Alors, comment faire, Maître Alain Oula, pour éviter alors ce piège, pour empêcher les dirigeants africains d'aller sur ce terrain? Parce qu'aujourd'hui, on fait des discours, ça se dit, mais l'Occident, la communauté internationale dit, tant que vous arrivez à vous entendre, tant que les citoyens du pays arrivent à s'entendre, on peut modifier. Ça s'est dit la dernière fois par rapport au Congo. François Hollande l'a dit. Ce discours est tenu par ceux qui ont peu de cas à faire de nos pays. Je crois que c'est l'affaire des peuples. Et au Bénin, nous avons démontré que ces révisions opportunistes soutenues par tous les moyens... L'ambition était là au Bénin. Il y a eu une résistance. Mais comment faire pour éviter, pour casser toute ambition, pour casser toute résistance? Ce que vous qualifiez d'ambition, et que je trouve que c'est un doux euphémisme, s'appelle un appétit d'ogre, un appétit pantagruéliste, que le peuple doit stopper par son intelligence, par sa vivacité et par sa vigilance. Nous avons plus ou moins réussi la chose au Bénin, encore que les esprits soient en train d'être chloroformés. Nos réalités ne sont pas compatibles avec les institutions dont nous sommes dotés, mais nous avons des priorités et des urgences. Les constitutions de nos pays, en particulier au Bénin, n'ont pas besoin d'être révisées avant que l'on s'attaque aux vrais problèmes, c'est-à-dire sortir nos peuples de la pauvreté et de la misère. Vas-y Thibozo, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le piège? Non, ce qu'il faut faire... Non, vous savez, ce qu'il faut faire, c'est donner le pouvoir au peuple. Parce que face... Le peuple a déjà le pouvoir, puisque... Non, justement, après ces révisions, on va toujours au référendum. Je suis d'accord, et on a toujours les scores. Donner le pouvoir au peuple... 99%. Et la souveraineté au peuple. Je m'explique. C'est-à-dire que si vous venez au pouvoir selon une constitution dont vous prêtez serment, pour respecter cette constitution à la fin de votre oui, mais la Constitution elle-même dit que dès qu'on me modifie, je deviens une nouvelle république. Non, je suis d'accord avec ça. Mais c'est pourquoi, c'est-à-dire que face à toutes les solutions qui se sont révélées totalement inopérantes, la communauté internationale, elle dira autre chose. La France, les États-Unis et autres là, ils vont dire autre chose. Ils vont aller dans le sens du potentat qui est là. Et finalement, ils ont dit, ben, écoutez, entendez, vous, si ça n'ira pas, si vous entendez, non, on n'a pas de problème. Comme l'a dit Maître, c'est se moquer des Africains, ça. Lorsque un chef d'État décide de tordre le cou aux donnes, il faut l'en empêcher. À la rigueur, il faut déclencher contre une rébellion. Mais à défaut de ça... Mais il faut éviter la violence. Non, mais à défaut de ça... Parce que vous savez, là où ça finit, les rébellions... Oui, je suis d'accord, mais comme les collisions sont très établies entre dans une sorte de France-Afrique, c'est très simple. Le peuple pense à responsabilité et dicte les lois. C'est ce qui s'est passé au Bénin. Vous avez vu combien de fois un seul d'État a été acharné à revoir la Constitution, à eux et à Dia. Mais ça n'a pas marché. Oui, mais tous les peuples ne sont pas comme le peuple béninois. Mais vous savez, en 90... il y a des pays où on a du mal à prendre... Il y a des peuples lumières qui donnent la voix, qui montrent la voix. En 90, on a monté la voix. 26 ans après, on monte la voix. Pourquoi est-ce que ceux qui nous ont suivis dans la confiance nationale, n'ont pas suivi encore jusqu'à aujourd'hui? Oui, mais justement. Pourquoi est-ce que le Bénin arrive à le faire et que les autres pays africains n'arrivent pas vraiment à régler le problème de l'alternance? Le Sénégal, d'accord, a pu le faire. Donc le problème, c'est pas nous, c'est les autres. Si on nous copie,
copions, qu'on nous copie totalement et entièrement. Qu'on nous copie dans les sauts, les bons qu'on fait, sur le chemin de la démocratie. Pourquoi à un moment donné on nous copie? Mais dans tous les cas, quand je vous suis, le problème reste entier. On aura du mal à avoir une solution par rapport à ce piège de la Nouvelle République en révisant les constitutions en Afrique. Le problème... Non, vous savez, si vous permettez, mais au-delà, on peut même agir sur le délai du mandat. En quoi faisant? Mais le gouvernement politique africain ne va jamais s'en contenter. On peut dire, vous pouvez faire peut-être moins de 7 ans au lieu de 2. Ou bien vous faites 2 mandats de 10 ans, vous partez. Mais il faudrait avoir un 3e, un 4e, un 5e. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc le problème est entier. Alors on va avoir des constitutions de 4 mandats, de 6 mandats. Au 6e mandat, il faut quand même la même chose. C'est ce que souhaitent certains. Mais regardez Congo, Brazzaville, regardez le Tchad. Finalement... Maître Alain Roula, on n'a pas de solution. Le problème n'est pas entier et la solution est déjà dans le problème. C'est une question de bonne foi, de loyauté. Mais vous parlez de bonne foi. Qui va appliquer cette bonne foi? Les dirigeants et ceux qui les entourent. Je vais prendre voilà que le dirigeant lui-même veut. Il a l'appétit. Si vous permettez le droit comparé. Aux États-Unis, 2 mandats, pas plus. Exceptionnellement, un président s'est vu accorder un 3e mandat. Roosevelt, c'était un cas de force majeure. En France, mandat illimité. Et pourtant, le dirigeant sait qu'il ne peut pas rester au-delà d'un certain seuil de fatigabilité dans nos pays. Non pas que les constitutions ne méritent pas d'être révisées, mais elles doivent être révisées de bonne foi. Et la bonne foi suppose et postule que le dirigeant en place annonce la couleur avant de prendre le pouvoir, et deuxièmement, démontre que ce n'est pas une révision opportuniste et la question est réglée, messieurs. Ce n'est pas un vrai problème, ce n'est qu'un problème que lorsque les peuples ne veulent pas prendre leurs responsabilités et continuent de confier leur destinée à des dirigeants tricheurs. À ce tableau, je peux ajouter peut-être qu'on peut peut-être souhaiter une nouvelle race politique, une nouvelle classe politique. Ça, c'est un souhait. Vous voyez? Entre le souhait et la réalisation, la réalité sur le terrain. Non. C'est aussi une possibilité. On a vu par exemple de nouveaux hommes qui sont venus, on a vu Talon ici, on va voir ce qu'il va faire. Dans d'autres pays, on souhaiterait qu'il y ait des gens Talon vient de commencer son mandat. Oui, justement. On ne sait jamais. Oui, c'est vrai. Il est en train de réviser la Constitution. Qu'est-ce qui vous prouve qu'il ne va pas essayer également de dire que c'est une nouvelle République? C'est un gros point d'interrogation. Les jours à venir, vous le diront. C'était notre 2e débat de ce jour. Madame, Monsieur, à présent, un nouveau point de l'actualité, c'est le flash d'information. Au moins 3 personnes ont été tuées, une vingtaine blessées dans plusieurs attaques à la grenade depuis vendredi à Bujumbura. Selon la police, les responsables de ces attaques n'ont pas été identifiés. L'attaque a été confirmée par le maire de Bujumbura qui a condamné des actes de terrorisme visant de paisibles citoyens. Précisons que le terme de terroriste utilisé désigne la nouvelle rébellion née de la contestation du 3e mandat de Pierre Nkurunziza. Au moins 3 policiers et 2 civils ont été tués ce lundi à Mogadiscio, dans la capitale somalienne, dans une attaque à la voiture piégée menée par les militants islamistes Shebab contre le quartier général de la police des transports. Les 2 assaillants, le conducteur de la voiture et un homme armé qui ont tenté de pénétrer dans le poste de police, ont également été tués. Les 2 civils tués ont apparemment été victimes de tirs de riposte de la police. Yacouba Touré, le numéro 2 du groupe Ansardine Sud, a été arrêté jeudi à la périphérie de Bamako. Selon les sources sécuritaires maliennes, il est soupçonné d'avoir fourni des armes à des groupes islamistes au Mali et au Burkina Faso. Cette arrestation opérée par la sécurité d'État fait suite à celle en mars de Souleymane Keïta, chef présumé de la Katiba Khalid Ibn al-Walid, en raison de ses liens avec Iyad Gali, chef d'Ansardine. Le décryptage se poursuit sur Sika. Une infographie réalisée par nos confrères du magazine Jeune Afrique a démontré que 54% des résolutions prises depuis 2006 par les Nations Unies ont été consacrées à l'Afrique et pourtant rien ne semble véritablement évoluer dans les pays concernés par ces résolutions. On se pose alors la question sur l'utilité de ces résolutions, notamment pour les pays africains. Doit-on continuer par prendre des résolutions sans avoir des solutions sur le terrain? Je vous propose de retrouver nos invités pour en débattre après cette virgule. Vous suivez toujours le décryptage de l'actualité sur le continent africain sur Sika. Maître Alain Roula, depuis 10 ans, je le disais tantôt, l'Afrique est à la une des résolutions des Nations Unies, mais le constat sur le terrain est que le résultat est peu encourageant. Alors, selon vous, à quoi servent ces résolutions et que faut-il faire pour amener les chefs d'État africains à respecter les résolutions? D'abord, ce triste record est le signe que l'Afrique est l'enfant malade de la planète Terre
pose beaucoup trop de problèmes et démontre son incapacité à régler ces problèmes, de sorte que ce sont d'autres, les Nations Unies, qui se portent au chevet de ces différents problèmes et des solutions apportées. Ces résolutions, apparemment, ne changent pas véritablement la donne, et pour cause, j'ai l'impression que ce sont les pyromanes qui viennent jouer aux pompiers. Alors, ce qu'il y a lieu de faire globalement, c'est que les dirigeants africains fassent de plus en plus preuve de responsabilité, évitent les conflits inutiles sur le continent qui sont généralement sur fond de revendications de pouvoir. C'est vous qui pensez que ce sont des conflits inutiles. Quand vous prenez quelqu'un comme Kabila aujourd'hui, il veut partir, il entretient le flou. C'est un dirigeant politique, donc c'est bien ce que je dis, c'est le fait des dirigeants eux-mêmes. C'est-à-dire c'est un autre dirigeant qui provoque... Mais ce n'est pas un conflit inutile, il crée des situations pour se maintenir au pouvoir. Qu'un seul homme, parce qu'il voudrait se maintenir au pouvoir, n'hésite pas à faire embraser son pays, c'est quand même imputable à ce dirigeant. Donc qu'ils évitent ces problèmes, qu'ils reviennent à la responsabilité et que ces dirigeants dans leur ensemble essaient de trouver un instrument beaucoup plus crédible et plus fiable que l'Organisation de l'Unité africaine de l'Union africaine pour faire face avec intelligence et fermeté au désordre qu'ils causent et que bien d'autres États étrangers plus assis les encouragent à causer. Alors, à vous, Basile Thibozo, des résolutions... Oui, ces résolutions montrent le sens symptomatique de ce que l'Afrique est malade. Et que le malheur de l'Afrique, c'est l'Afrique lui-même. Et si les problèmes ne se résolvent pas, c'est parce que tout simplement, ce n'est pas les autres qui vont venir poser, trouver la solution à notre place. Ça va de soi. Lorsque vous multipliez les gaffes, vous multipliez les insurrections, vous refaites des partis, vous créez des divisions dans votre pays, et que c'est encore les Nations Unies qui envoient MONUSCO, qui envoient les casques bleus, en Centrafrique, vous avez vu ce qui s'est passé. Ce n'est que les autres qui envoient pour casques bleus. Néanmoins, vous refusez. Vous créez les problèmes, vous n'arrivez pas à résoudre, on envoie des gens pour vous aider, vous refusez. Ça pose un problème. Oui, mais quelque part, c'est utile justement que les Nations Unies prennent le devant pour la défense des droits humains. Mais c'est une mention, mais regardez, depuis qu'il y a souvent des exactions lors de ces crises-là. Je suis d'accord, mais regardez le déploiement de forces, de volonté internationale. Que fait les Nations Unies? Oui, mais est-ce qu'il n'est pas temps dans ces conditions ça n'aboutit vraiment qu'on pense à un autre moyen de pression sur les chefs d'État africains? Parce que les résolutions aujourd'hui sont devenues comme juste des lettres à la poste. On leur dit, une résolution a été prise. Mais les chefs d'État, ils s'en foutent. Oui, c'est vrai, mais il faut aussi... Quel autre moyen de pression vous voyez? Au-delà même des moyens, il y a aussi quand même le côté politique de la résolution. Comme vous l'avez dit, si la résolution ne s'est pas prise, il y a beaucoup plus de dégâts, de chaos en Afrique que ce qu'on observe. Le résultat est là maintenant. La résolution ne règle pas le problème. Le problème le cas du Burundi est là, par exemple. Oui, il y a eu tellement de résolutions, mais on n'a pas avancé. Pas plus tard que ce week-end, il y a eu encore des morts. Oui, il y a des ventres mous. Il y a aussi des effets positifs. Quand vous voyez la Centrafrique, finalement, ça s'est calmé. Il y a eu l'élection, il y a quelqu'un qui a été Après combien de centaines de morts? Effectivement, c'est ce qu'il faut regretter. Une guerre qui a été déclenchée par les Balaka, anti-Balaka, les Centrafricains eux-mêmes, qui sont neutralisés, tués, charcutés, etc. Pour rien. Et finalement, c'est nous-mêmes, l'Afrique. Le mal de l'Afrique, c'est l'Afrique et non l'Occident. Le jour où on prendra véritablement conscience de ce que c'est nous-mêmes, eh bien, le mal, eh bien, c'est fini. Je pense qu'il faut avoir une force spéciale adossée à l'Union africaine pour aller chercher les chefs d'État récalcitrants. Oui, mais si un autre vient. Mais s'il est récalcitrant, on ira le chercher également. Et si un autre vient encore? On sera là, on va travailler pour cela. Vous pourriez avoir résumé la situation dans ces dirigeants africains pour leur appétit, encouragés par les dirigeants qui siègent de manière permanente au Conseil de sécurité. Exemple. Les résolutions sont généralement relatives aux conflits armés. Les Africains ne fabriquent pas d'armes, les marchands d'armes sont ailleurs. Vous prendrez l'exemple de la Côte d'Ivoire, où il y a eu une résolution relative à l'embargo total sur les armes. En Côte d'Ivoire, les armes ont circulé. Les Nations Unies viennent de reprendre une résolution pour lever la précédente. Donc le trafic d'armes devient libre en Côte d'Ivoire à la veille d'une élection à risque. Je n'appelle pas le désespoir. Oui, mais le pays la Côte d'Ivoire aujourd'hui est stabilisée. Mais la Côte d'Ivoire est stabilisée, mais même nous, même moi, je sais que deux camps sont en train de s'armer et que la guerre de succession est ouverte. Et c'est dans ce contexte... Ça, c'est la guerre de succession. Ça va être une guerre beaucoup plus politique. Mais ça a été une guerre armée. Je pense que la Côte d'Ivoire, le président Ouattara est venu au pouvoir après une guerre armée, où il y a des camps, il y a des chefs de guerre qui, l'un a été éliminé, l'autre est encore là, et puis on en a fabriqué un autre. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant par rapport aux résolutions? Ce qu'il faut faire, toujours la responsabilisation.
Voilà que nous ne voulons pas écouter, nous ne voulons pas être responsables. Je parle du peuple. Je ne parle pas des dirigeants. En principe, des dirigeants éclairés, honnêtes, pourraient nous empêcher ces choses. Et je remercie vraiment la terre béninoise de porter des dirigeants peu belliqueux. Mais le vrai problème, c'est que nos dirigeants soient inspirés et que le peuple soit également inspiré et ne compte pas tout le temps sur la providence divine qui n'a pas de parti pris et qui laissera faire le jour où on continuera à exagérer dans nos enfantillages. Merci. Et à la fin de l'esprit de responsabilité. Merci Basile Thibozo. Je rappelle que Basile Thibozo, vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Le Challenge qui paraît au Bénin. Maître Alain Oula, avocat inscrit au barreau de Cotonou au Bénin. Merci d'avoir été les nôtres, madame, monsieur. C'était le décryptage de l'actualité sur le continent africain. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés Sika et www.sikatv.info.